Bonjour tout le monde. Notre intervention va porter sur les conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la Tunisie. En fait, on va essayer de dresser un bilan critique des conventions bilatérales en soulignant un peu les points positifs et les limites, et aussi les perspectives en termes des conventions qui sont en train d'être négociées par la Tunisie, notamment sur la voie bilatérale ou bien les conventions multilatérales. En guise d'introduction, en fait, cette intervention touche un peu le problème de la situation vulnérable des travailleurs migrants et avec l'ampleur du phénomène de migration. On compte aujourd'hui presque 300 millions de migrants avec 50 millions de travailleurs migrants irréguliers ou en situation illégale, avec la situation de la vulnérabilité des problèmes de libre circulation des travailleurs migrants. Ça pose toujours ce problème du besoin et de la nécessité de protéger et d'assurer la libre circulation des travailleurs et aussi l'exportabilité des prestations de sécurité sociale qui sont acquises par les travailleurs migrants dans le pays de travail. Donc il y a cette question et cette problématique de droits et de garanties qui sont reconnues au statut de travailleurs migrants, et nous attachons essentiellement à la question de la sécurité sociale et notamment à la question de l'incompatibilité entre la particularité des régimes de sécurité sociale, qui sont des régimes d'application territoriale, on va voir après, ce sont des régimes d'application sur le territoire de l'État-nation, et aussi le souci d'exportabilité, de transfert et donc de transfert des prestations acquises sur le territoire du pays d'emploi. Donc, comme on insiste, un problème de libre circulation, donc lorsqu'on évoque la question de libre circulation, on va voir après, on exige toujours est-ce qu'il y a un élément d'extranéité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un déplacement d'un État vers un autre État pour pouvoir se prévaloir des textes protecteurs de droits des travailleurs migrants. Aussi, il y a ce problème qui est dû au phénomène de conflit de loi en termes de... c'est-à-dire la concurrence de deux législations. Ça peut être un conflit de loi positif ou négatif. Le conflit de loi positif peut avoir lieu lorsqu'il y a une concurrence entre l'application de deux normes de sécurité sociale du pays d'origine et du pays de lieu de travail, ou bien au contraire, le travailleur migrant peut se trouver dans une situation où il peut être privé aussi bien de l'application de la législation du pays d'origine, c'est-à-dire puisqu'il a quitté les territoires de cet État, donc sa législation n'est plus applicable à sa condition, à son statut, ou bien et aussi la législation du pays d'emploi, puisque c'est un étranger, entre guillemets, donc cette condition de nationalité, il peut être privé aussi de l'application de la législation de sécurité sociale, donc il peut se trouver dans un vide juridique qui est préjudiciable à sa situation et à sa condition. Aussi, ce phénomène peut conduire à la suspension ou à la suppression des droits à la sécurité sociale, puisqu'il y a, comme on l'a dit, il y a un déplacement d'un État vers un autre État, donc il y a ces limites et ces écueils du phénomène de la territorialité des législations de sécurité sociale, à la législation à l'instar de toute législation, comme la législation fiscale, la législation pénale aussi, la législation de sécurité sociale, une législation d'application territoriale. Donc ça peut aboutir à une discrimination, et d'où la nécessité de coordination. On va voir que la discrimination peut être une discrimination directe, c'est-à-dire ostensible, une discrimination qui est fondée généralement sur la condition de nationalité. Bien évidemment, cette discrimination a été prohibée, a été interdite, vu l'ampleur et le poids des revendications, des mouvements, des luttes en matière de droits de l'homme. Mais aujourd'hui, on assiste à l'émergence du phénomène de discrimination indirecte. On parle de discrimination lorsqu'on traite d'une manière identique des situations indifférentes, ou bien le contraire, on traite d'une manière indifférente des situations identiques. Donc c'est là une discrimination, c'est là une violation des principes fondamentaux de droits de l'homme, et notamment en matière de sécurité sociale, d'où la nécessité de coordination des régimes de sécurité sociale. Ici, il y a une précision de taille. Il y a parfois une confusion entre coordination, l'harmonisation et la convergence.
Lorsqu'on parle de coordination des régimes de sécurité sociale, qui est la fonction essentielle des conventions bilatérales de sécurité sociale, on dit toujours que ce sont des conventions qui ont pour objectif, et voilà la définition universelle, ont pour objectif de coordonner les régimes de sécurité sociale entre les deux États contractants. On parle de coordination, c'est-à-dire comment peut-on mettre des ponts entre les législations des deux États contractants sans pour autant modifier le contenu de chaque législation. Donc la Convention de sécurité sociale n'a pas pour objectif ni pour mission de modifier les conditions d'octroi des prestations de sécurité sociale, ni de modifier aussi le contenu et la portée des règles nationales de sécurité sociale. D'où la différence à l'harmonisation. Dans le jargon communautaire au niveau de l'Union européenne, on parle de l'harmonisation fiscale. Par contre, on parle de la coordination des régimes de sécurité sociale. Donc parfois, on a des revendications, on a des réclamations, des requêtes de nos expatriés à l'étranger, et en disant qu'il y a, par exemple, un rejet d'octroi d'une pension parce qu'il n'a pas eu la période de cotisation nécessaire. Il essaie de se prévaloir de la convention, par exemple, tunuso-italienne ou tunuso-française, mais en fait, on n'a pas de droit, en termes de convention, de s'immiscer, de s'interférer dans la portée des règles nationales de sécurité sociale. C'est un instrument de coordination, comme j'ai dit, elle essaie de mettre des ponts et des règles de coordination entre les deux États contractants en vue d'assurer notamment le transfert et l'exportabilité des prestations de sécurité sociale vers le pays d'origine. L'harmonisation donc a pour but l'unification et l'instauration d'un régime unique, supranational. Donc ça peut avoir, au niveau de l'Union européenne par exemple, l'harmonisation fiscale a pour objectif de mettre une politique fiscale unique et standardisée qui s'impose à tous les États membres de l'Union européenne. Par contre, la question de la coordination, elle est régie par deux principes. Le principe de subsidiarité, c'est-à-dire la compétence du législateur national, elle est toujours exigée, elle est toujours respectée. Et le principe de coordination, c'est-à-dire qu'on essaie de coordonner au maximum pour assurer l'exportabilité et pour éviter au maximum les écueils et les limites de ce phénomène de conflit de loi qui est dû au déplacement de travailleurs migrants d'un territoire vers un autre État. Aussi la notion de convergence qui est un peu le même avec le phénomène de l'harmonisation. Donc la Convention de sécurité sociale, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale, n'a pas pour objectif d'assurer ou de mettre en œuvre un système unique qui s'impose aux deux États contractants. Non, la souveraineté des États en matière de réglementation sociale, en matière de la législation de sécurité sociale, en matière de conditions d'ouverture de loi, en matière de la portée, en matière de conditions d'affiliation sont respectées. Donc la Convention de sécurité sociale ne touche en aucune manière le contenu de cette législation. Donc d'où la nécessité d'avoir des règles transfrontalières de sécurité sociale et d'où cette nécessité aussi, aujourd'hui on parle de la fonction essentielle des conventions bilatérales de la sécurité sociale. Si on évoque le cas pour la Tunisie, auparavant, dans la première génération des conventions bilatérales conclues par la Tunisie dans les années 70, c'était toujours une exigence de protection des droits des travailleurs migrants. Mais aujourd'hui, avec la deuxième génération des conventions bilatérales de sécurité sociale, c'est une exigence plutôt économique et une exigence de compétitivité. On va voir aujourd'hui, par exemple, avec la Turquie, avec le Portugal, avec la République tchèque, avec d'autres États qui sont en cours de négociation ou qui sont déjà signés et conclus, il n'y a pas en fait un nombre d'expatriés ou de ressortissants tunisiens à l'étranger. Mais c'est plutôt par une nécessité de promouvoir et d'attirer un peu les mouvements et les flux de l'investissement, et d'où la nécessité donc de conclure des conventions bilatérales de sécurité sociale. Je vous donne un exemple. Un investisseur turc, lorsqu'il sait que la Tunisie a une convention bilatérale avec son pays, qui prévoit que le travailleur turc ou l'investisseur turc qui vient en Tunisie pour une période limitée de 3 à 5 ans, il n'est pas assujetti à la sécurité sociale, il n'a pas ce risque de perdre l'affiliation d'origine dans son pays, il est motivé de se déplacer, donc dans le cadre de détachement international qui est régi par les conventions. En l'absence d'une convention bilatérale, ce travailleur turc, même s'il vient en Tunisie pour une mission courte, il est assujetti à la sécurité sociale, et vous voyez les inconvénients et les limites qui sont dus à l'assujettissement à la sécurité sociale tunisienne ou bien turque. Il y a une interruption de la carrière d'affiliation, donc il y a ce mouvement, un peu ce qu'on appelle l'éclatement de la carrière en matière de sécurité sociale qui est dû à ce phénomène de déplacement. Si ce travailleur sait au préalable qu'il y a une convention bilatérale qui va lui permettre de garder l'affiliation de pays d'origine, donc il est motivé.
Et si on dresse aujourd'hui un bilan pour les conventions bilatérales, un bilan comparatif, on voit par exemple que la Chine, qui n'a pas de tradition en matière de sécurité sociale, au contraire, elle est en train de conclure plusieurs conventions de sécurité sociale, mais qui réglementent essentiellement la question de détachement international. Donc vous voyez la fonction élémentaire des conventions bilatérales de sécurité sociale, ce n'est plus la protection uniquement sociale des travailleurs migrants, mais comment peut-on assurer l'attractivité des investissements étrangers directs, comment peut-on promouvoir et encourager le déplacement ou bien l'investisseur étranger à s'installer dans notre pays. En fait, la question aussi s'impose pour la protection sociale des travailleurs migrants. Pour un État, elle dispose en fait de 4 voies. Ou bien, un État peut décider délibérément, peut décider souverainement de prévoir une législation nationale qui assure la protection sociale de ces travailleurs migrants à l'étranger. Ça, il y a certains États, dont la Tunisie, on va voir, ont pris quelques mesures nationales pour assurer la protection sociale, mais c'est toujours, on va voir, c'est un régime facultatif. Donc l'État décide unilatéralement de protéger par la voie de législation nationale, donc, et de un peu dépasser un peu les limites de ce principe de l'application territoriale de la législation de sécurité sociale, par une fiction juridique, on va permettre aux travailleurs qui sont plus en Tunisie et qui sont expatriés dans tous les pays du monde, notamment pour la Tunisie, dans les pays du Golfe et dans l'Amérique latine, et dans l'Amérique du Nord, excusez-moi, on va prévoir un régime qui prévoit l'adhésion facultative, donc pour tous les travailleurs tunisiens à l'étranger, moyennant quelques prestations, on va voir. Donc c'est le décret 1989 qui prévoit, il s'applique à tous les travailleurs tunisiens qui travaillent dans des pays qui ne sont pas liés à la Tunisie par des conventions bilatérales. Vous voyez que ce sont des voies complémentaires aux conventions bilatérales. En l'absence d'une convention bilatérale conclue avec un État bien déterminé, ce régime intervient, mais c'est un régime facultatif qui prévoit des prestations de services, c'est-à-dire les soins de santé en court séjour, notamment lorsque le travailleur décide de faire un retour en Tunisie pour une courte période. Là, je souligne que tous les régimes dans le monde ne peuvent pas assurer la protection sociale en termes de soins de santé pour les travailleurs migrants parce que ça coûte énormément. Il y a des problèmes de contrôle de coûts et donc elle assure la protection en termes de retraite, c'est vrai, pour les périodes cotisées à l'étranger. Donc un travailleur tunisien en Arabie Saoudite, par exemple, il peut s'affilier dans ce régime, il peut verser trimestriellement ou semestriellement ou annuellement ses cotisations pour avoir sa retraite à l'âge de retraite. Mais pour les soins de santé, c'est uniquement lorsqu'il retourne provisoirement en Tunisie pendant les vacances, par exemple, ou bien c'est un outil pour assurer la protection sociale en termes de soins de santé pour les membres de famille qui demeurent en Tunisie. Donc ça, l'importance de ce régime. Mais franchement, un tableau critique montre que le terme d'adhésion à ce régime est très faible. Ça ne dépasse même pas 2% d'une population estimée à 100 000. Donc la question qui se pose, pourquoi ce faible taux d'affiliation, pourquoi cette faiblesse en termes d'attractivité de régime de sécurité sociale? En fait, on a essayé de faire une sorte de diagnostic d'échantillonnage, on a essayé qu'il soit représentatif auprès des Tunisiens à l'étranger, notamment dans les pays qui ne sont pas liés à la Tunisie par les conventions bilatérales de sécurité sociale. Et la surprise, c'est que la cause essentielle qui est due à cette faiblesse, c'est l'absence ou le manque de communication. Ils ne sont pas au courant exactement de l'existence d'un pareil régime. Donc c'est une faiblesse de communication de la part des organismes de sécurité sociale et de la part des pouvoirs publics. Donc ce régime assure, comme je l'ai dit, ses prestations. Donc l'État dispose de 4 voies. J'ai dit que, ou bien une législation nationale. Bon, il y a d'autres États qui ont connu des expériences très réussies, notamment la Turquie et la Jordanie aussi. La Jordanie a des expériences en la matière très encourageantes. En fait, la Jordanie désigne ce qu'on appelle l'ambassadeur de la sécurité sociale auprès de chaque ambassade jordanienne à l'étranger. Elle désigne un ambassadeur de la sécurité sociale qui assure la filiation des expatriés jordaniens, notamment dans les pays du Golfe. Je souligne qu'au niveau du pays du Golfe, on a noté avec satisfaction
Cette évolution, en 2006, il y a adoption d'un instrument de coordination des régimes de sécurité sociale, c'est-à-dire elle assure un peu le transfert des prestations de sécurité sociale, mais uniquement, et ça c'est une discrimination, pour les ressortissants des pays du Golfe, qui constituent, c'est-à-dire le Conseil des pays du Golfe. On aspire à ce que, on souhaite à ce que cet instrument soit étendu aussi aux travailleurs qui ne sont pas des ressortissants des pays du Golfe. Parce que ici, c'est un cas pratique de phénomène de conflit de loi, en fait, pour les travailleurs migrants. Un Tunisien qui travaille dans les pays du Golfe, il est obligé de cotiser au régime de sécurité sociale, ou bien aux États-Unis, ou bien au Canada, ou bien en Suède, parce qu'on n'a pas de convention bilatérale. Mais on va voir qu'avec le retour, il est privé de l'exportabilité de ses prestations de sécurité sociale. Et en même temps, il cotise doublement dans ce régime facultatif pour avoir sa retraite. Donc, il y a des cotisations qui sont en fond perdues, sont versées au régime de sécurité sociale de pays d'emploi. Ceci est dû à quoi? En l'absence d'une convention bilatérale de sécurité sociale qui va assurer la levée de clauses de résidence, qui va effacer, neutraliser, va gommer les frontières entre les deux États, et va assurer l'exportabilité de ces prestations. Donc, il y a la voie de la législation nationale, il y a la voie, on va voir, des conventions bilatérales, comme le fait la Tunisie, mais ce n'est pas uniquement les conventions bilatérales qu'on va voir, il y a aussi des conventions multilatérales. C'est toujours un peu ignoré en Tunisie qu'il y a des conventions bilatérales qui assurent la protection sociale des Tunisiens à l'étranger, qui sont très efficaces, on va voir. Et la quatrième voie, c'est que les ressortissants tunisiens à l'étranger doivent s'organiser comme toutes les autres communautés à l'étranger, s'organiser dans des mécanismes de protection sociale communautaire, c'est-à-dire par micro-assurance, par des assurances groupes, par des initiatives communautaires, c'est-à-dire entre la communauté elle-même. Et ça, c'est très efficace, notamment au niveau des communautés de Philippines, de Sri Lanka, de Bangladesh. Il y a des expériences pilotes qui sont bien réussies. Donc, avec d'autres régimes, bien évidemment, régime de protection sociale des agents publics exerçant leur mission à l'étranger dans le cadre de la coopération technique. Ce régime assure aussi la protection sociale obligatoire en termes de retraite, mais facultative en termes de soins de santé. Et avec le régime aussi pour, on va voir, pour le personnel exerçant dans le cadre des affaires étrangères, exerçant à l'étranger. Ce régime aussi a été étendu pour tous les personnels de l'État exerçant à l'étranger, notamment les attachés sociaux de l'OTE, de l'Office tunisien de l'État de l'étranger, les représentations du ministère de Commerce, du Tourisme, du ministère de l'Intérieur aussi. Ce régime a été étendu à leur profit, c'est-à-dire le champ d'application est un peu étendu. Ce régime se compose de deux piliers, un palier de soins obligatoires et un régime facultatif de soins ordinaires, avec une commission nationale de soins à l'étranger. Ce régime maintenant est en train d'être révisé, puisqu'il y a beaucoup de revendications au ministère des Affaires étrangères, de réviser un peu ce palier, notamment en termes de toute cotisation, et il l'apprécie un peu trop élevé. Donc, la deuxième voie, la plus exemplaire, c'est la voie de convention internationale. Lorsqu'on parle de convention internationale, on vise aussi bien les conventions bilatérales que les conventions multilatérales. Certainement, vous avez vu peut-être dans d'autres séances les conventions multilatérales, mais pour le cas de la Tunisie, c'est la Convention internationale du travail numéro 118 concernant l'égalité de traitement des nationaux ou des non-nationaux en matière de sécurité sociale. La Tunisie a ratifié cette convention et même nos organismes de sécurité sociale ignorent le fait que la Tunisie a ratifié cette convention et que cette convention oblige l'État tunisien d'exporter, de transférer les prestations de sécurité sociale à tout assuré social, abstraction faite de sa nationalité. C'est-à-dire, il peut y avoir un Tunisien qui décide de se déplacer vers l'Argentine pour s'installer. En application de cette convention, la CNRBS ou la CNSS tunisienne, elle est obligée, elle est tenue de transférer la pension en Argentine, même si cet État n'est pas lié à la Tunisie par une convention bilatérale de sécurité sociale. Aussi, la convention numéro 19 sur l'égalité de traitement en matière d'accident de travail, numéro 19 sur les maladies professionnelles. Certainement, il y a aujourd'hui, avec la nouvelle constitution, il y a des mécanismes qui vont assurer la primauté de ces conventions qui sont ratifiées et approuvées par la Tunisie. La primauté, puisque ce sont des conventions en termes de l'article 20 de la Constitution, qui ont une valeur supralégale et infraconstitutionnelle, c'est-à-dire ce sont des conventions qui s'imposent aux organismes de sécurité sociale, qui s'imposent à la législation tunisienne, même si la législation tunisienne de sécurité sociale, notamment dans le secteur privé, prévoit que la pension de retraite ne peut être transférée en dehors du territoire tunisien
qu'en existence ou qu'en vertu d'une convention internationale de sécurité sociale. Lorsqu'on dit convention internationale, ce n'est pas uniquement les conventions bilatérales, ça peut être une convention bilatérale, et on va voir après les conventions, notamment multilatérales, l'accord d'association, y compris par la Tunisie avec l'Union européenne, et la convention de l'UMA, c'est-à-dire l'Union du Maghreb arabe, de Marrakech, qui constituent deux éléments importants et deux instruments efficaces en termes de l'exportabilité des prestations de sécurité sociale. Bien évidemment, la Cour constitutionnelle va assurer la conformité de toutes les projets de loi en termes de conventions internationales qui sont conclues par la Tunisie pour ne pas violer ces dispositions. Donc aussi, il y a l'applicabilité directe par les tribunaux du traité dûment ratifié et approuvé. Donc il y a le point de l'invocabilité, c'est-à-dire un justiciable tunisien peut facilement se prévaloir devant les juridictions tunisiennes de la méconnaissance, par exemple, de la CNSS ou de la CNRPS, de la Convention 118, qui prévoit, par exemple, le libre transfert de sa pension. Il va invoquer, il va se prévaloir de cette convention qui est un peu méconnue, qui est un peu ignorée par la caisse tunisienne. Donc, la fonction essentielle de cette convention, c'est la neutralisation de la condition de résidence et l'exportabilité des pensions de retraite et de rente d'accident de travail et de maladie professionnelle. Qu'est-ce qu'on entend? On évoque toujours cette notion, ce phénomène de transférabilité. Elle est étendue comme étant, on assure, ou bien la capacité de travailleurs migrants à préserver, c'est-à-dire il va maintenir, conserver et transférer les droits acquis de sécurité sociale indépendamment de la nationalité du pays de résidence. Ça, c'est la définition universelle, et ça, c'est la fonction élémentaire des conventions bilatérales de sécurité sociale. C'est vrai qu'il y a d'autres fonctions, comme on l'a vu, comment drainer les investissements, comment encourager la mobilité des personnes, mais essentiellement comment assurer la transférabilité, comment assurer le transfert libre, le transfert ou l'exportabilité des pensions et de droits de sécurité sociale acquis sur le territoire de l'État du pays d'emploi vers son pays d'origine au moment où il décide de se retourner vers son pays d'origine. C'est pourquoi aujourd'hui on considère les conventions internationales en matière de sécurité sociale, et notamment cette condition ou ce principe qui va assurer l'exportabilité des prestations de sécurité sociale comme étant un élément efficace d'aide au retour. Selon le BIT, les travailleurs migrants touchés par la crise financière de 2009 ont estimé qu'ils ne vont pas quitter pourtant le pays où ils travaillent malgré les retombées négatives de la crise financière, parce qu'ils savent au préalable que leurs pensions ne sont plus transférables, ne vont pas être transférées vers leur pays d'origine, donc c'est une perte de revenus, donc ils vont essayer de rester. Donc on va voir en détail que le transfert de pensions, c'est une technique d'aide au retour. Il encourage les migrants de retourner chez eux, et donc c'est une technique un peu de résolution des problèmes qui sont engendrés par l'immigration. Voilà. Pour les conventions maintenant, on va traiter les conventions bilatérales de sécurité sociale, c'est-à-dire l'objet de notre intervention. En fait, il y a tout un procédé pour la négociation des conventions bilatérales. Tout d'abord, on peut souligner que les motifs de lancement des négociations, ça diffère un peu des rapports politiques, de la nécessité sociale, financière, économique ou politique. Par exemple, la Tunisie, je cite deux cas. Pour la Convention tuniso-française, certainement, il y a une nécessité sociale et financière, puisqu'auparavant, il y a presque 54% des travailleurs migrants se trouvent en France, et la Convention tuniso-française, c'est un élément de transfert de pensions, et notamment des allocations familiales pour les membres de famille qui demeurent en Tunisie. Donc, c'est une sorte de revenu pour les travailleurs migrants. Mais, par exemple, il y a d'autres conventions dont le motif de négociation est essentiellement politique. L'élément politique est très déterminant dans les négociations internationales des conventions de sécurité sociale. Je cite l'exemple, par exemple, avec la Turquie, les rangs de négociation, de signature et d'approbation devant l'Assemblée constituante à l'époque ont duré en tout et pour tout 3 mois. Alors pour d'autres conventions, les rangs de négociation peuvent durer 7, 8, 10 ans. Donc vous voyez que parfois la portée politique et l'élément politique déterminent foncièrement le rythme des négociations et détermine foncièrement aussi l'aboutissement des conventions. Je cite l'exemple de la convention tuniso-suisse. Ça a été un projet de convention complète, elle est exhaustive, elle assure la protection sociale, on va voir, de toutes les catégories socio-professionnelles. C'était paraphé
en 2005, lorsqu'on est paraphé, c'est-à-dire au bout d'être signé et approuvé par la Chambre des députés, mais suite à une crise à l'époque des relations entre la Tunisie et la Suisse, en matière de droits de l'homme, et lié à l'époque au sommet de l'informatique, comme ça, voilà, la Suisse a décidé de dénoncer le projet déjà paraphé, et ce projet qui prévoit l'ensemble des prestations, qui couvre toutes les catégories socio-professionnelles, a été remis à la baisse. Il ne concerne aujourd'hui que le remboursement de cotisations. Bien évidemment, la Tunisie a refusé de signer cet accord. Et donc, c'est un peu, ce sont des lettres mortes qui ont resté des lettres mortes, ce projet de convention. Vous voyez que l'élément politique peut être aussi déterminant. L'élément financier aussi, ou la nécessité financière, aujourd'hui, on a essayé de multiplier le nombre de conventions bilatérales conclues par la Tunisie, mais franchement, il y a toujours cette réponse classique et identique pour tous les États, vu l'incidence financière, et vu les contraintes et les difficultés financières des régimes de retraite pour les États qui accueillent un certain nombre de travailleurs migrants. Il prévoit ou il apprécie que le fait de conclure plusieurs conventions bilatérales, cela va aboutir à l'exportabilité de plusieurs pensions, donc il y a une incidence financière négative qui va peser sur l'équilibre financier des régimes de retraite. Donc ils nous disent tout simplement, et clairement et franchement, que vu l'existence de plusieurs communautés, notamment pour certains États, on ne va pas citer les noms, vu l'existence d'une grande communauté de travailleurs migrants, des travailleurs expatriés dans le pays d'accueil, il prévoit ou il décide de ne pas conclure des conventions bilatérales. Et donc, les travailleurs tunisiens sont privés de l'exportabilité des prestations de sécurité sociale. C'est un peu triste et c'est un peu malheureux parce que je cite le cas de la Suisse, la Confédération suisse. Un Tunisien qui travaille pendant 30 ans et se trouve privé de transférer sa pension s'il décide de se retourner en Tunisie. Il y a même un arrêt de la Cour fédérale suisse qui prévoit clairement qu'en l'absence d'une convention bilatérale de sécurité sociale, il est interdit de transférer une prestation de retraite pour ce Tunisien. Donc voilà, les rounds de négociation, comme je dis, ça commence toujours par un projet de convention. Et il y a aussi le texte de l'arrangement et le formulaire de liaison. Ici, je tiens à préciser que aussi la pratique fait que parfois on signe la convention, qui est un texte de droit international, qui est approuvé par la Chambre des députés aussi, et la Chambre des représentants des peuples maintenant. Mais il y a aussi un texte d'application. C'est identique à l'équivalence entre un texte de loi et un degré d'application. Normalement et juridiquement, les caisses de sécurité sociale ne doivent pas refuser de payer et de transférer une prestation de sécurité sociale parce que la convention est approuvée et entrée en vigueur, mais l'arrangement, le texte d'application n'a pas encore été signé. C'est un texte d'application, mais il ne doit pas en aucune manière la suppression ou bien conduire à la suppression ou à la réduction ou au rejet de transfert ou d'octroi de prestations de sécurité sociale. Les procédures d'adoption de la Convention, ce sont des procédures qui s'appliquent à toutes les conventions internationales. On commence toujours par un projet. Ce projet, une fois on est d'accord sur le contenu, doit être paraphé, c'est-à-dire signé par les deux autorités compétentes en la matière. Puis, c'est la signature par les représentants qui ont les pleins pouvoirs selon la Convention de Vienne de droit de traité. Et puis, il y a l'adoption parlementaire. Après l'adoption parlementaire, ce n'est pas suffisant. Il faut la ratification et la publication avec l'entrée en vigueur. Bien évidemment, l'adoption, oui. Oui, on va attaquer après la condition de réciprocité parce qu'effectivement, c'est un point, en apparence, ça préserve la souveraineté des États. Mais on va voir au niveau des conventions bilatérales, c'est très préjudiciable aux intérêts des assurés sociaux. Je ne veux pas. On va discuter maintenant. Par exemple, je vous donne le cas de deux régimes de sécurité sociale, de deux pays contractants qui ne sont pas identiques. Et ça, vraiment, la cause essentielle en termes de ralentissement ou de rejet de conclure des conventions bilatérales. Je vous donne des cas, par exemple, le cas avec le régime suédois, le régime tunisien, ou bien le régime tunisien et le régime mauritanien. Un régime développé, un régime qui assure le paiement ou bien l'octroi de toutes les prestations de sécurité sociale avec toutes les branches qui sont reconnues par la Convention
sont deux, mais l'autre régime ne prévoit pas des prestations similaires. Donc les deux États, en fonction de ce principe de réciprocité, vont faire un nivellement vers le bas. C'est-à-dire qu'ils vont décider de prévoir, ou bien de rejeter la conclusion d'une convention, ou bien de prévoir une convention avec un nivellement vers le bas, c'est-à-dire qui assure le paiement des prestations qui existent uniquement pour les deux États contractants. C'est-à-dire je ne vais pas donner plus de prestations que celles reconnues par l'autre État contractant. Et ça, c'est les écueils, les limites qui ont été soulignées par les juristes travaillant dans le domaine du droit international de sécurité sociale, dont on essaie l'émergence de ce droit. En termes de portée de conventions bilatérales conclues par la Tunisie, donc la Tunisie aujourd'hui contient ou bien dispose d'un tissu conventionnel le plus important dans la région, voire même c'est le premier État au niveau africain. Elle dispose aujourd'hui de 15 conventions bilatérales de sécurité sociale, avec des projets en cours. Bien évidemment, ces conventions, ça diffère un peu de leur champ d'application personnel, c'est-à-dire des catégories socio-professionnelles couvertes, et en termes de prestations qui sont garanties. On ne peut pas comparer la convention tuniso-française ou bien tuniso-algérienne avec la convention tuniso-libyenne ou bien conclue avec la Tunisie et la Mauritanie. Il y a une divergence en termes de prestations, on va voir en détail, mais le modèle pour les conventions bilatérales, entre guillemets, le modèle, tout est perfectible. La France et l'Algérie. Mais je tiens à préciser que pour le cas de Luxembourg, la Belgique et aussi la France, nous sommes dans une deuxième phase, dans une deuxième génération de conventions bilatérales conclues par la Tunisie. C'est vrai que la convention de sécurité sociale conclue avec la France prévoit plusieurs dispositions favorables pour les travailleurs migrants tunisiens notamment, mais on va voir les limites en détail, notamment pour les allocations familiales. On n'assure pas l'exportabilité des allocations familiales qui sont servies sur le territoire de l'État français. Oui. Concernant le cas de la Libye, Oui. Je pense qu'en Libye aussi, il n'assure pas l'exportation. Non, elle assure l'exportabilité, mais tellement c'est un ovni juridique, c'est-à-dire c'est une convention atypique, puisqu'elle prévoit, elle se base sur la notion de travailleurs permanents et de travailleurs non permanents. Elle prévoit que pour les travailleurs permanents, par exemple, en matière de soins de santé, ils sont censés vivre sur le territoire libyen, mais pour les prestations de retraite, ils demeurent affiliés au pays d'origine. Pour l'autre catégorie, elle assure la transférabilité. Mais sur le plan pratique, effectivement, et je gère ce dossier chaque jour, on a 10 milliers de demandes émanant des travailleurs tunisiens qui sont privés de l'exportabilité de leurs droits de pension à la retraite. Ce n'est pas aujourd'hui compte tenu de la situation conjoncturelle, un peu de crise en Libye, non, même auparavant, parce qu'il y a un problème en termes de coordination, on va voir en détail après, en termes de coordination, en termes de l'aptitude, des capacités administratives et financières des organismes libyens à assurer ce point de transférabilité, cette condition d'exportabilité des prestations de sécurité sociale. Mais je souligne un peu la question de la convention tuniso-belge, tuniso-luxembourgeoise. C'est que ce n'est pas toujours, c'est une révision des conventions qui sont conclues dans les années 70. En l'apparence, toute révision est toujours bien accueillie, elle constitue des avancées, mais au contraire, les conventions, s'il y a une demande de révision d'une convention que l'on monte aux années 70 ou aux années 80, malheureusement, c'est une révision à la baisse. Oui, c'est une révision à la baisse, c'est un nivellement vers le bas, comme j'ai dit auparavant, parce que, compte tenu effectivement des contraintes financières qui pèsent aujourd'hui sur les régimes de sécurité sociale des États accueillant les travailleurs migrants, on prévoit une révision des conventions. Et la surprise, c'est que cette révision, parfois, a pour objectif, notamment, la non-exportabilité des prestations des allocations familiales. Donc, aujourd'hui, c'est un peu inadmissible pour ces États d'exporter les allocations familiales pour les membres de famille des travailleurs tunisiens qui demeurent en Tunisie. En discussion, il disait que non, c'est un peu maladroit de prévoir, de transférer ces prestations des allocations familiales, alors que le travailleur a cotisé régulièrement au régime de sécurité sociale du pays d'emploi. Et donc, c'est un peu contraire même aux principes fondamentaux des droits de l'homme de priver le travailleur de ce droit fondamental qui est lié
à l'exportabilité des allocations familiales. Donc la convention toulouso-belge et la convention toulouso-luxembourgeoise, c'est parfois, notamment la convention toulouso-luxembourgeoise, elle n'exporte plus les allocations familiales. Aussi, il y a un autre problème aigu qui se pose entre les Pays-Bas et le Maroc. Il y a même une commission d'enquête parlementaire, voire même il y a une crise diplomatique entre le royaume du Maroc et les Pays-Bas. Ce que les Pays-Bas ont décidé par une loi nationale, c'est vraiment une violation du texte de l'international, par une loi nationale de ne plus exporter les allocations familiales et de réduire de 40% le montant des pensions de retraite qui sont servies pour les travailleurs marocains ou bien les travailleurs tunisiens à l'étranger. Mais même par une loi nationale, je pense qu'il ne faut pas abroger une loi avec une loi plus sévère, non? Non, pour le cas de la convention qui est conclue entre le Maroc et les Pays-Bas, le Conseil d'État néerlandais a déjà statué sur l'affaire. Il a condamné l'État néerlandais en disant qu'elle a violé un engagement émanant d'un texte de droit international qui prime sur sa législation nationale. Donc on ne peut pas aujourd'hui, par exemple en Tunisie, s'amuser à adopter un texte de loi qui viole d'une manière directe ou indirecte un engagement qui est souscrit dans un texte de droit international. Mais le problème, c'est que même avec cet avis conforme du Conseil d'État néerlandais, la crise n'a pas apparemment d'horizon pour assurer la non-applicabilité de cette disposition nationale qui réduit de 40% le taux de... Oui, pour le cas tunisien, on a reçu une demande de révision, mais tactiquement, on a préféré de ne pas entrer en négociation pour conserver le texte actuel qui assure l'exportabilité. Et donc, si les Pays-Bas vont réduire un peu ce montant de pension, en fait, ils violent un texte de droit international. Mais il ne faut pas être trop optimiste. Le problème, c'est parce qu'il y a un million de Marocains là-bas. Ils visent les Marocains essentiellement parce qu'il y a 1 million. Exactement, oui. Les Marocains là-bas, c'est vrai. Les Tunisiens ne sont pas... Oui, c'est vraiment la grande communauté, c'est la communauté marocaine et turque en Pays-Bas. Mais qu'on soit clair, une convention internationale qui réglemente les rapports entre deux États contractants, ce n'est pas un mariage catholique. Il y a toujours ce divorce. C'est-à-dire l'Autriche, pour la Tunisie, nous a demandé aux années 90 de réviser la convention pour assurer la non-exportabilité des allocations familiales. Tactiquement, on a décidé de ne pas répondre favorablement à cette volonté, à cette doléance d'entrer en négociation. Comme le droit international assure à chaque État de dénoncer unilatéralement une convention internationale, eh bien, l'Autriche a dénoncé unilatéralement cette disposition, non pas toute la convention, elle a dénoncé cette clause qui prévoit l'exportabilité des allocations familiales pour les travailleurs tunisiens en Autriche. Voilà donc le tableau des conventions. On a 15 conventions, comme j'ai dit, mais on a d'autres projets en cours de négociation. On a un projet avec la République tchèque qui est au bout d'être signé, avec la Bulgarie, avec la Roumanie, avec Malte aussi, et des projets de négociation pour conclure ou pour réviser les projets existants, notamment avec le Maroc, avec la Libye, mais compte tenu des circonstances exceptionnelles, les négociations ont un peu suspendues entre la Tunisie et la Libye. La Suisse, c'est quand même... Oui, avec la Suisse, ça demeure toujours une demande tunisienne de un peu relancer les négociations sur la base du projet de 2005. Mais les Suisses sont catégoriques, ils disent toujours que non, il faut négocier un projet d'accord qui se base sur le remboursement de cotisation. Vraiment, c'est dérisoire, vraiment, c'est même contraire aux principes fondamentaux de l'OTAN. Mais, en l'absence, les travailleurs tunisiens sont privés de transférer leurs droits de pension. Et aussi dans d'autres pays, on va voir après pour certains pays européens l'importance qui est toujours un peu ignorée par certains spécialistes, que l'accord d'association peut combler les vides existants en matière de sécurité sociale
en matière de conclusion d'accords internationaux de sécurité sociale. Le taux de couverture de ces conventions. Oui, c'est pertinent. En fait, les conventions bilatérales conclues par la Tunisie couvrent aujourd'hui presque 90% des Tunisiens à l'étranger. Oui. Reste le problème pour les Tunisiens travaillant dans des pays qui ne sont pas liés à la Tunisie par une convention bilatérale. C'est essentiellement les pays du Golfe, mais on relativise un peu notre discours, c'est que une grande portion de cette communauté est régie par les textes de la coopération technique, et donc ils sont couverts en termes de sécurité sociale. Mais ceci n'empêche qu'ils cotisent, qu'ils sont tenus obligatoirement et légalement par les régimes nationaux des pays du Golfe de cotiser doublement. Mais le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas une grande affiliation, il n'y a pas une grande attractivité de ce régime qui demeure un régime facultatif. Aussi, le problème se pose pour les Tunisiens dans l'Amérique du Nord. J'ai oublié de vous dire qu'on a reçu un projet de convention émanant du Québec et du Canada, mais qui concerne uniquement, on va voir, le transfert de pension. Et ça, j'ouvre une parenthèse pour insister sur le fait que la Tunisie, auparavant, avait une approche, c'est que de conclure des conventions bilatérales sociales qui couvrent toutes les prestations et tous les travailleurs, toutes les catégories socio-professionnelles. Ça, c'est un peu dépassé aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres générations de conventions bilatérales qui ne concernent que les pensions de retraite. Par exemple, avec le Canada, on ne peut pas concevoir une convention bilatérale de sécurité sociale qui assure la couverture de soins de santé pour les membres de famille qui demeurent en Tunisie. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de philosophie même et des principes qui animent les régimes de sécurité sociale. On ne peut pas comparer un système qui est financé par la fiscalité. Comment ils conçoivent, comment accepter, parce qu'un régime financé par la fiscalité, il va financer les allocations familiales pour des membres de famille qui demeurent en dehors du territoire de cet État contractant. C'est vrai, c'est un peu inacceptable, c'est un peu... Donc, c'est pourquoi le Canada, compte tenu des spécificités du système de soins de santé, qui est un système universel, s'applique à tous les résidents qui se trouvent sur le territoire canadien, on ne peut pas imaginer un jour à ce que les membres de famille d'un travailleur tunisien soient pris en charge dont les soins de santé sont assurés par la CNAM tunisienne, et la CNAM se fait rembourser par le régime canadien ou bien l'Agence canadienne de sécurité sociale. C'est impossible. Et d'ailleurs, c'est le même point, c'est le même point qui a été soulevé par les Tchèques qui ont refusé aussi de prévoir des dispositions qui assurent les soins de santé pour les membres de famille d'un travailleur tunisien en République tchèque, mais les enfants qui demeurent en Tunisie. Parce que le régime de santé tchèque est financé par l'impôt, et le principe de consentement du peuple à l'impôt et le principe de l'impôt est essentiellement doit être appliqué et ces redevances seront servies pour les nationaux ou bien les résidents qui se trouvent sur le territoire, et donc on n'exporte plus les frais de soins de santé pour les membres des travailleurs qui demeurent dans le pays d'origine. Oui, ils paient les impôts. Mais en partie, ce n'est pas un système contributif à 100%. C'est un système de sécurité sociale, parce qu'on distingue en matière de sécurité sociale un système contributif, c'est-à-dire un système professionnel basé sur les cotisations du travailleur et de l'employeur. Mais il y a des systèmes, aujourd'hui on parle de système de capitalisation, mais il y a des systèmes mixtes. Une composante financée par les cotisations de sécurité sociale, mais une composante aussi financée par l'impôt. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, le contrat social qui a été signé en Tunisie entre le JTT, l'ETICA et le gouvernement tunisien prévoit pour une première la diversification des sources de financement de la sécurité sociale. Donc, on ne parle plus exclusivement des cotisations qui sont à la charge de l'assuré ou de l'employeur, mais on songe sérieusement à l'adoption, par exemple, d'une sorte de TVA sociale sur le produit, par exemple, du tabac ou de l'alcool, qui vont financer les régimes de sécurité sociale. Et donc, tous les pays convergent aujourd'hui vers des systèmes mixtes qui sont financés par des cotisations, oui, par une grande partie, notamment en France, avec la contribution sociale généralisée, la TVA sociale en Allemagne et au Danemark, dont on la connaît l'hypogée. Donc, ce n'est plus uniquement et exclusivement les cotisations de sécurité sociale. Quels sont les principes fondamentaux et directeurs des conventions bilatérales de sécurité sociale? Tout d'abord, c'est l'égalité de traitement. Ça, c'est un principe fondamental. Généralement, ce sont
les principes généraux au niveau de l'article 1er ou 2 de la Convention. Il vise à abolir, il vise à anéantir la non-discrimination pour l'octroi des prestations, pour l'affiliation, et on distingue, comme je l'ai dit auparavant, une discrimination directe ou discrimination indirecte, déguisée ou ostensible. Voilà. Notamment, il y a le rôle de la Cour de justice de la Communauté européenne, la CJCE, qui a fait un rôle normatif très important en termes d'interdiction des discriminations. On va voir après une affaire qui concerne un citoyen tunisien et dont la Cour de justice a condamné l'État allemand en application des articles de l'accord d'association. Qu'est-ce qu'on entend par discrimination? Toute mesure ou pratique conduisant à traiter de façon différente des situations similaires ou au contraire le traitement identique des situations différentes. Voilà la partie essentielle du principe de la discrimination ou de l'interdiction de toute discrimination. Donc, on doit s'abstenir de faire cette discrimination. La discrimination est interdite aussi bien pour l'octroi des prestations, mais aussi pour l'affiliation. On ne peut pas empêcher un travailleur étranger de s'affilier à la sécurité sociale tunisienne parce que, en disant que non, vous êtes un étranger, vous n'êtes pas de nationalité tunisienne. Non. La sécurité sociale tunisienne, par exemple, elle est exempte de toute condition de nationalité. Elle se base uniquement sur l'exercice d'une activité professionnelle légalement déclarée à la Caisse de sécurité sociale. Donc, l'autre principe, ou le deuxième principe, qui est un principe très important, c'est la détermination de la législation applicable. Et là, vraiment, d'où la Convention bilatérale joue son rôle efficace et très attractif en termes d'investissement étranger. Qu'est-ce qu'on entend par la détermination de la législation applicable? Le principe, c'est que le travailleur doit être assujetti à la sécurité sociale du pays d'emploi. Ça, c'est le principe universel et général. Tout travailleur est tenu légalement de s'affilier à la sécurité sociale du pays d'emploi, c'est universellement connu sous le terme de l'ex-lege laboris, c'est-à-dire la soumission à la législation du pays d'emploi. Ça, c'est un principe qui traverse toutes les conventions bilatérales, multilatérales, et même les conventions régionales, c'est-à-dire des groupements régionaux, on va voir après les organisations spécialisées. Donc, voilà. Le principe souffre de quelques exceptions. C'est-à-dire en termes de détachement international, si une entreprise décide d'envoyer un travailleur pour occuper un poste pendant une durée limitée auprès de sa filiale qui se trouve sur le territoire de l'autre État contracteur, on ne va pas s'amuser à avoir une interruption de carrière, on ne va pas s'amuser à avoir l'assujettissement à la sécurité sociale tunisienne pour un travailleur français qui vient juste pour 3 ans ou pour 5 ans. Aussi pour les représentants, je simplifie un peu, pour les représentants du Tunisair en France ou en Belgique. On ne peut pas concevoir que le représentant chef d'escale de Tunisair à Bruxelles, il va être affilié à la sécurité sociale belge uniquement pour 3 ans, alors qu'il s'affilie en Tunisie pour 30 ans ou 25 ans. Cette interruption de carrière, cette difficulté est un peu peut-être enlevée par la technique de détachement international. C'est-à-dire le travailleur, tout simplement, il va maintenir l'assujettissement à la sécurité sociale du pays d'origine, il va demander à la caisse du pays d'origine un certificat de détachement, il va se prévaloir de ce certificat auprès des caisses étrangères dans le pays où il travaille, mais ce mécanisme n'est permis qu'en l'existence d'une convention bilatérale de sécurité sociale. En l'absence d'une convention bilatérale de sécurité sociale, et vu que les législations de sécurité sociale et les législations sociales sont d'ordre public, tout travailleur tunisien, tout travailleur étranger exerçant en Tunisie est assujetti obligatoirement à la sécurité sociale tunisienne, abstraction en fait de la durée de l'exercice de son activité. Mais si ce travailleur est ressortissant d'un État contractant lié à la Tunisie par une convention bilatérale de sécurité sociale, par le biais de détachement international, il peut garder l'affiliation de son pays d'origine et il n'est pas lésé dans sa carrière, et donc il n'y a pas l'éclatement de sa carrière en termes de période cotisée ou de période d'emploi assurée aux organismes de sécurité sociale. Bien évidemment, il y a d'autres exceptions, notamment le personnel diplomatique et consulaire. La Convention de Vienne sur la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires prévoit expressément que ce personnel diplomatique consulaire n'est pas assujetti à la sécurité sociale du pays accréditaire, c'est-à-dire il doit garder l'affiliation à la sécurité sociale du pays d'envoi. Ce sont des questions de souveraineté et d'immunité des ambassades, donc on ne doit pas assujetter les travailleurs ou le personnel
diplomatiques consulaires ou de conventions bilatérales de sécurité sociale. Les agents locaux. Oui, exception pour les agents locaux, bien évidemment. Les agents locaux peuvent ont toujours le droit d'option. Les agents locaux aussi, ils ont la nationalité du pays d'envoi. Ils ont le choix entre d'opter pour la législation de sécurité sociale du pays d'origine ou bien au contraire de s'affilier à la sécurité sociale du pays accréditant, c'est-à-dire au pays où se trouve la représentation diplomatique au consulaire. Parfois, les pays acquérants refusent de une convention. Non, c'est l'article 48 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et l'article 33 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires qui prévoit expressément que pour les agents locaux ont le droit d'option. Ce droit d'option va être exercé dans un délai bien déterminé. Dans le pays de provenance. Oui. Dans le pays d'accueil. Je vous donne un cas d'école. L'ambassade tunisienne à Paris décide de recruter un Tunisien qui sur place, un travailleur local, un citoyen tunisien qui se trouve en France déjà auparavant. Ce citoyen français, sur le sort qu'ils sont tunisien plutôt, a le choix entre l'affiliation à la sécurité sociale française ou bien tunisienne. Pour la Suisse, non. Pour la Suisse, pour la Suisse. Non, c'est ça, c'est en termes de convention de Vienne, ça c'est exprès, c'est déclaré, c'est affiché, c'est pas. S'ils sont affiliés à la prestation tunisienne, ils ne peuvent pas. On n'a pas. Ils peuvent. Les travailleurs locaux, en termes de convention de Vienne, non pas en termes de convention bilatérale. L'article 48 et 33. Donc, pour l'autre principe, donc la détermination des législations applicables, le maintien des droits acquis, c'est comment peut-on gommer la condition de résidence et assurer l'exportation des prestations en espèces et l'entraide pour les soins de santé. Le maintien des droits acquis, c'est comment assurer l'exportabilité, en fait, et le transfert des droits qui sont acquis par le travailleur sur le territoire du pays d'emploi. Alors que le maintien des droits en cours d'acquisition, le maintien des droits acquis, le maintien des droits en cours d'acquisition, c'est la totalisation des périodes d'assurance. Techniquement, on parle de totalisation des périodes d'assurance. Je simplifie par un cas d'espèce. Un Tunisien qui travaille 5 ans en Belgique, puis 25 ans ou 20 ans en Tunisie. Au moment de la liquidation de pension, la caisse tunisienne doit assurer la coordination et l'entraide avec son homologue belge pour assurer la totalisation de cette période, c'est-à-dire comment on va un peu faire la somme des périodes cotisées en Tunisie et en Belgique, avec des techniques de totalisation et proratisation pour avoir en fait liquidé la pension. Et ça, l'importance de la convention bilatérale, que ces périodes cotisées dans d'autres États, voire même il y a des conventions qui sont conclues par la Tunisie et qui prévoient la totalisation des périodes d'assurance conclues bien acquises sur le territoire d'un État tiers, liés par les deux États contractants par une convention de sécurité sociale. Je simplifie le cas. Un Tunisien travaillant en France et il a des périodes de cotisation en Algérie. Donc la convention tuniso-française prévoit cette notion d'État tiers. L'État tiers peut être en la matière, en l'occurrence, l'État algérien, c'est-à-dire le territoire algérien. Le travailleur tunisien peut demander la totalisation des périodes d'assurance qui sont acquises sur le territoire français, tunisien et algérien par le biais de la convention bilatérale. C'est toujours par le biais de cette disposition, par le biais de ce principe qui est le maintien des droits acquis ou le maintien de cours. Seulement dans le cas de convention bilatérale. Oui, c'est toujours. Oui. Donc pour les Tunisiens en Belgique, on a une convention. Mais elle est en révision maintenant. Non. On a une convention. 70. Oui. Il faut faire attention, la révision d'une convention ne signifie pas l'abrogation ou l'annulation de la convention en vigueur. Il y a au contraire, toute nouvelle convention qui abroge une convention existante prévoit des dispositions transitoires pour ne pas assurer, pour éviter en fait ce vide juridique. Et donc tous les intérêts, tous les droits, toutes les demandes sont préservées, au contraire sont garanties. Voilà. On peut avoir une convention complémentaire qui n'est pas objet d'abroger. Oui, techniquement et juridiquement, sur le plan de l'international, on peut avoir des avenants. On a signé la convention tuniso-française en 2003 et on a, après quelques mois, on a signé un autre avenant qui abroge le texte de la convention. Mais ce sont des avenants avec la convention tuniso-algérienne. C'est posé un problème pour Tunisais en fait. Les autorités algériennes ont décidé d'assujettir
d'obliger la représentation de Tunisiens de s'affilier à la sécurité sociale algérienne. Et comme c'est un peu préjudiciable à leurs intérêts, on a décidé de modifier le texte de la Convention par un avenant qui a été signé en 2014 et qui prévoit le non-assujettissement des personnels travaillant dans les sociétés de transport international qui ont ce caractère ambulant, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être un peu un caractère fixe et stable et avoir le centre d'intérêt permanent en Tunisie, non pas en Algérie. C'est pourquoi on a fait cette modification. Donc voilà les principes fondamentaux. Le principe de l'entraide administrative, le dernier principe, c'est que les caisses de sécurité sociale doivent s'entraider, doivent coopérer, doivent porter leurs bons offices pour assurer le traitement des dossiers qui concernent les ressortissants des deux États contractants. Par exemple, l'État tunisien ne peut pas refuser une demande émanant de l'État français pour demander, par exemple, des renseignements concernant un ressortissant tunisien affilié à la caisse de sécurité sociale tunisienne, voire même la caisse tunisienne, elle est tenue de prêter ses bons offices pour avoir, par exemple, une information de l'administration fiscale. Par exemple, l'État français veut vérifier un peu les revenus d'un ressortissant tunisien, peut demander à la CNSS de prêter ses offices, de prêter ses offices auprès de l'administration fiscale tunisienne pour lui fournir l'information demandée. La CNSS ne peut pas se prévaloir de la confidentialité ou bien que cette question ne relève pas de ses attributions, mais au contraire, elle essaie, dans le cadre de l'entraide, de répondre favorablement à cette demande. Voilà, pour les prestations qui sont garanties par les conventions bilatérales, généralement, elles couvrent toutes les prestations de sécurité sociale, mais on va voir avec quelques exceptions. Pour la maladie, maternité, les travailleurs ayant droit qui résident avec lui dans le pays d'emploi ont droit aux prestations. Et les droits sont maintenus en cas de transfert de résidence ou de congé de pays dans le pays d'origine. Aussi, les membres de famille qui demeurent en Tunisie sont couverts en termes de convention bilatérale, c'est-à-dire un ressortissant tunisien en Belgique. Si les enfants demeurant en Tunisie sont couverts, sont assurés auprès de la CNAM. La CNAM assure leur prise en charge, en quelque sorte, leurs soins de santé, mais la charge financière incombe aux institutions belges. Et pour toute convention bilatérale, il y a toujours une commission mixte dans le cadre de l'entraide qui se réunit alternativement et périodiquement, généralement une fois par an, alternativement dans les deux États contractants. Et la principale mission de cette commission mixte, c'est d'assurer le bon fonctionnement et le suivi de l'application de la convention, mais aussi, le plus important, c'est assurer l'appurement des comptes pour les prestations de soins de santé qui sont octroyées aux membres de famille et aux travailleurs. Par exemple, la convention tuniso-belge, un Tunisien qui décide de transférer sa résidence en Tunisie pour des vacances, tombe malade, ou bien ses enfants qui sont en Tunisie, et se font soigner, et se font pris en charge par la CNAM. Mais dans le cadre de cet appurement de compte, les représentants des organismes de sécurité sociale échangent les états financiers, échangent les factures, échangent le coût des prestations, et la CNAM se fait rembourser par la caisse étrangère, puisque la sécurité sociale a déjà cotisé au titre d'origine de sécurité sociale belge. Donc, aussi bénéficier des prestations de titulaires de pension, les rentes de leurs ayants droit. Donc, on peut voir que les prestations de maladie, de maternité, qui sont des prestations de courte durée et d'immédiate nécessité, ça couvre presque toute la famille de travailleurs ou bien de titulaires de pension, avec quelques spécificités en fonction en fonction de est-ce qu'il y a en vacances, est-ce qu'il y a en Tunisie, est-ce qu'il y a en transfert de résidence, ou bien le principe c'est que lorsqu'il travaille, il est affilié, il bénéficie de l'égalité de traitement en termes de soins de santé avec les ressortissants de cet État contractant. En Tunisie et en France, il doit être traité de manière identique et similaire aux ressortissants français en termes de soins de santé. La question se pose un peu en Tunisie, et c'est que je soulève un peu les questions de principe de l'égalité de traitement. Parfois aussi, il est préjudiciable aux assurés sociaux. Je donne les cas de la CNAM. Pour les soins de santé en Tunisie sont plafonnés, les maladies ordinaires à 200 dinars. Pour un ressortissant tunisien qui travaille en Italie ou en France, il n'y a pas cette limite de plafonnement des prestations des maladies ordinaires. Si les membres de famille, s'ils tombent malades, le plafond est consommé. Donc, la CNAM, la question a été soulevée par quelques caisses étrangères en disant que pourquoi la CNAM applique ce plafond aux
Nous ayons droit d'un travailleur qui est affilié chez nous. C'est nous qui vont assurer le remboursement des frais. Même si ça coûte 1 milliard ou 2 millions de dinars, c'est nous qui vont assurer le remboursement. Pourquoi la CNAM applique ça? Mais il oublie un principe fondamental, c'est le principe de l'égalité de traitement, qui fait que la CNAM doit traiter les ressortissants des assurés sociaux émanant de conventions bilatérales dans les mêmes conditions, dans les mêmes droits et des obligations, comme les Tunisiens qui sont affiliés à la caisse. Donc c'est un peu, entre guillemets, excusez-moi, nous avons fait la CNAM, c'est une égalité dans la misère. Voilà. Ici, c'est considéré comme un prestataire de service. Ça n'a rien à voir d'égalité de traitement. Qui est le prestataire de service? Le CNAM, puisqu'elle va être remboursée par les services de sécurité sociale belges ou français. Oui, effectivement, ça a été soulevé par quelques organismes de sécurité sociale, mais la réponse est claire. Juridiquement, la Convention prévoit, dans son article 2, que chaque organisme social doit être traité d'une manière égale, sans discrimination, dans les mêmes conditions. Et on revient maintenant à cette notion de coordination des régimes de sécurité sociale. L'État belge n'a pas droit à s'interférer dans les modalités d'octroi, de prise en charge et de remboursement des prestations de sécurité sociale, même si le coût ou la charge va être remboursé par un État étranger. Mais la CNAM applique pleinement et souverainement sa législation et elle est respectueuse de la législation de la Convention de sécurité sociale. Mais ce sont des limites et des écueils, ce sont des insuffisances du principe de l'égalité de traitement. Vous voyez toujours que la condition de réciprocité et la condition de principe de l'égalité de traitement n'est pas toujours, en apparence, il sauvegarde les intérêts des États et la souveraineté, mais ça peut être préjudiciable pour les assurés sociaux. La discrimination positive peut être... Non, pas de droit. C'est pour ça que maintenant. On interdit toute discrimination positive ou négative, c'est interdit. On doit traiter dans les mêmes conditions les ressortissants d'État contractants que nos ressortissants, nos propres ressortissants, ou bien en termes de sécurité sociale, on doit traiter les assurés sociaux des conventions bilatérales dans les mêmes conditions, les mêmes modalités, la même portée de droit que les assurés sociaux de la CNAM, qui sont des assurés sociaux exerçant et affiliés en Tunisie. C'est une bonne discrimination. Juste, sans entrer dans ce cas, les bénéficiaires, ils sont pénalisés. Je comprends. Je suis originaire de Zarzis et je comprends maintenant pourquoi les Algéciens qui résident à l'étranger, lorsqu'ils ont un problème de santé, ils préfèrent retourner, même pendant un billet, retourner chez eux, en France, pour se faire soigner. Et là, on se pose une question qui est fondamentale. Est-ce qu'on signe des conventions en se basant sur les besoins, pour identifier les besoins de nos ressortissants, ou on le fait juste pour garder un cadre législatif qui pénalise les bénéficiaires, pour eux, nous avons signé cette convention. Alors je vois, dans ce cas, c'est insensé. Les Belges, je suis prêt à payer tout ce que vous voulez, et là, vous allez leur dire non, nous avons Non, je trouve. Personnellement, j'ai travaillé sur le plan académique sur cette problématique. C'est un point très sensible. Même au sein de l'Union européenne, il y a une jurisprudence mitigée de la Cour de justice. C'est qu'on parle de ce phénomène effectivement de shopping médical. C'est-à-dire l'assuré social fait ses calculs, disait que si je tombe malade, je suis moins remboursé ici que dans mon pays d'origine. Donc je retourne en quelque sorte dans le pays pour se faire rembourser. Et la Cour de justice, effectivement, des communautés européennes, CGCE, a fait des arrêts, Collidiker, Van Brick et autres, qui prévoient que même pour certains cas, il y a le principe d'un remboursement complémentaire pour assurer que l'assuré social est remboursé dans tous ses frais. En l'absence d'une jurisprudence pareille, c'est le rôle normatif du juge communautaire, c'est-à-dire la Cour de justice qui se trouve au sein de l'Union européenne, a décidé d'appliquer pleinement ce principe. Mais pour les conventions bilatérales, on applique purement et simplement ce principe de l'égalité de traitement avec tous ses points forts et avec aussi ses faiblesses. Donc,
Voilà. Pour l'autre prestation, c'est la pension d'invalidité. Donc, le principe, c'est que la pension est servie par la caisse d'affiliation au moment de la prestation de la mission d'invalidité et la pension est transférée et elle est irréversible aux ayants droit. C'est toujours, on n'est pas en train de dicter et de montrer des règles internationales. Il faut faire attention, ce sont des principes qui se trouvent dans toutes les conventions bilatérales de sécurité sociale, mais qui n'ont pas de droit de changer, de modifier ou de s'interférer dans la particularité de chaque législation de l'État contractant. Ce sont des outils qui essaient de mettre des ponts, des règles de coordination entre les deux États contractants. L'accident de travail, maladie professionnelle, autre prestation, c'est que le principe, la caisse d'affiliation dont relève la victime au moment de l'accident ou la date à laquelle a été contractée la maladie, sert les prestations donc, et la victime peut transférer sa résidence après accord de sa caisse. Un Tunisien victime d'un accident de travail peut demander le transfert de sa résidence en Tunisie pour 3 mois et éventuellement peut proroger, c'est-à-dire son séjour en Tunisie après autorisation et information de sa caisse d'affiliation, c'est-à-dire sa caisse qui se trouve dans le pays d'emploi. Et donc, il y a des rentes de réversion sont servies aux ayants droit aussi, sont réversibles. Et les prestations familiales, là, un point très important. Et ça, vraiment, le point le plus chaud pour toutes les conventions bilatérales de sécurité sociale et le point qui entrave, en quelque sorte, la conclusion des conventions bilatérales de sécurité sociale. La tendance générale aujourd'hui, c'est que les enfants de travailleurs migrants sont un peu qualifiés comme étant les oubliés de la sécurité sociale. Tous les États ont tendance à ne plus exporter les prestations familiales pour les enfants qui demeurent dans le pays d'origine. Mais le principe reste que les conventions, il y a un certain nombre de conventions conclues par la Tunisie, et presque la majorité, prévoient l'exportabilité des allocations familiales pour les membres de famille qui demeurent en Tunisie. Mais, avec une nuance de taille, c'est qu'on n'exporte pas la totalité des montants servis pour les enfants qui sont, par exemple, en France. Au contraire, on fait un barème conventionnel. Donc, en fait, il y a 3 choix en termes des allocations familiales. Il y a le choix de la convention tuniso-italienne. On verse les prestations familiales pour les travailleurs qui se trouvent en Italie, au titre de ces enfants qui sont en Tunisie. Je ne fais pas de transfert, mais je vous verse l'intégralité des allocations familiales. Il y a l'autre choix. Pour les conventions tuniso-belges, tuniso-allemandes, tuniso-françaises, presque la majorité des conventions, on verse des allocations familiales conventionnelles. C'est-à-dire, on fait un barème conventionnel entre les deux États contractants, comme le SMIC, qui est révisable toutes les années, qui prévoit l'exportabilité des allocations familiales. Je dis le cas de la France, par exemple, dans la limite de 4 premiers enfants. Le premier enfant, par exemple, 24 €, le deuxième, 23, et comme ça, on assure jusqu'à 19 ou 20 €. Alors que si on compare ces prestations familiales, ces allocations familiales, à celles qui sont servies pour les enfants français qui se trouvent en France, ou bien pour les enfants de travailleurs tunisiens en France, ça n'a rien à voir. Bon, toujours leur explication, leur réponse, c'est que les allocations familiales sont destinées, ont pour fonction de un peu compenser le coût de la vie. Voilà. C'est comme elle était en Tunisie, le coût de la vie n'est pas le même qu'à Bruxelles ou à Paris ou bien à Bonn ou bien à Berlin. Le taux des allocations familiales est réduit, donc on prévoit ce phénomène de barème conventionnel des allocations familiales. Mais ça reste toujours un acquis pour le travailleur. On ne peut pas ignorer que le fait de transférer 200 € par exemple par mois au titre des allocations familiales, voilà. Sachant aussi, c'est un point très important. Vous avez soulevé un point très important, c'est que lors des négociations, avant de conclure une convention bilatérale, on met à table la législation tunisienne, la législation des pays contractants. On procède à faire un bilan. Combien vous payez les allocations familiales? Si on disait on paye 7 dinars, les allocations familiales ne sont pas majorées ou bien ne sont pas révisées depuis presque 30 ans. Donc il n'est pas chaud à transférer. Et voilà la condition de réciprocité. Donc il revient toujours à cette condition de réciprocité. Il décide non, je vous prie vous donner les allocations familiales. Et vous pouvez aussi supprimer cette prestation des allocations familiales des conventions bilatérales. Et comme ça, le travailleur est prévu de toute. Voilà, vous avez négocié. Oui, j'assume toute responsabilité. Bon, vous cherchez le terrain d'entente. Non, مصالح التونسي. خلينا التيران داتونت. عاد في الكا هذاك مادام بيسموا لها بنكات كان مده في فرنسا بيسموا لها 200 €. ويسمي لا كونفونسيون على اساس ما تبعث ليش خليهم لا غادي خلاص هم
هذا ما فيش هذا. La convention tuniso-française aujourd'hui est permis à tout travailleur tunisien en France, s'il a ses enfants avec lui à sa charge, il bénéficie de la totalité des allocations familiales. Si ses enfants sont en Tunisie, il bénéficie de ce barème conventionnel. Ça, c'est les règles du jeu, sont des règles. Il n'est pas privé, il n'est pas sanctionné le travail. Non, il bénéficie de la totalité parce qu'il y a le principe de l'égalité de traitement qui prévoit clairement que le travailleur tunisien affilié à la Caisse de sécurité sociale française bénéficie de toutes les prestations, de tous les droits, il est soumis à toutes les obligations dans les mêmes conditions que le travailleur français. Donc, on ne peut pas faire cette discrimination ostensible, cette discrimination grave et en violation des droits de l'homme. Voilà, donc voilà un tableau de cas pour les allocations familiales. La question, c'est qu'il y a plusieurs conventions multilatérales qui, On va l'aborder maintenant, oui. qui prévoient le droit à la vie, le droit à la santé. Concernant les ressortissants des pays qui n'ont pas signé ces conventions et qui sont des migrants, comment ils assurent bénéficier de protection, de cette protection Oui, en fait, je vais vous donner un cas d'espèce peut-être plus concret. Vous soulevez la question de comment peut-on assurer le respect de la condition de réciprocité dans les conventions multilatérales. C'est un point faible du droit international et ça, c'est communément admis. On ne peut pas assurer, je vous donne le cas de la Convention 118 du BIT qui est signée par la Tunisie en termes d'égalité de traitement pour les prestations de sécurité sociale. La Tunisie est tenue légalement, par le biais de cette convention, d'assurer l'égalité de traitement pour tous les assurés sociaux. Un assuré social tunisien, ou bien, je reviens toujours à cette histoire de ressortissant argentin, la Tunisie est tenue légalement de transférer sa pension, même si l'Argentine n'a pas une convention bilatérale avec la Tunisie, en application de cette convention 118. Mais le problème, c'est que si on applique la condition de réciprocité qui est une condition constitutionnelle, comment peut-on vérifier que l'Argentine assure l'applicabilité de cette condition de transfert pour tous les États qui ont signé la convention 118? On n'a même pas l'aptitude de vérifier le nombre parfois de ratifications. Si on veut vérifier, par exemple, pour un ressortissant, est-ce que l'Argentine a signé la convention 118 ou non? Parfois, on trouve des difficultés. Donc, la condition de réciprocité joue pleinement et produit ses effets pleinement dans les conventions bilatérales, mais dans les conventions multilatérales, on va voir, c'est un peu très difficile d'assurer le respect de cette convention, de cette condition. Pour le capital de décès. Oui. Alors, pour le capital d'essai, en fait, le principe, en application aussi de la condition de réciprocité, les conventions conclues par la Tunisie portent normalement sur toutes les prestations de sécurité sociale qui sont énumérées par la convention 102 du BIT, mais en application de conditions de réciprocité, vu que la Tunisie a un régime dans le secteur public un peu généreux, ça peut atteindre 30 fois le revenu de l'ICD, on fait limiter la convention bilatérale à l'exportabilité et au transfert des frais funéraires ou bien des allocations du décès. Ils n'ont pas le capital d'essai qui est consistant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette condition. Il n'y a pas l'équivalent de cette prestation dans la législation du pays contractant. Et pour certains États dont on est en train de négocier, on a clairement exclu l'exportabilité du capital d'essai pour le travailleur. Mais là, je parle en tant que juriste, ça pose un problème. Si on a signé une convention multilatérale qui prévoit le principe de non-discrimination, le libre transfert des prestations de sécurité sociale, notamment la convention 118 qui porte sur toutes les prestations, avec une convention bilatérale qui exclut le capital d'essai, il y a un problème de confrontation entre deux textes de droit international. L'une permet l'exportabilité, l'autre réduit l'exportabilité, sachant que les conventions multilatérales ouvrent toujours la voie à la conclusion de conventions bilatérales. Donc, pour les retraites, le
pensions de retraite. Donc, s'ajoute cette condition de totalisation et pluralisation. Et voilà pour le capital d'essai, en réponse à votre question. Il est servi aux ayants droit par la caisse d'affiliation, mais toujours se pose le problème de l'exportabilité. Maintenant, si on traite les limites des conventions bilatérales, puisque notre intervention porte aussi sur un tableau critique des conventions bilatérales, généralement, le champ d'application matériel est restreint, donc parfois il y a des catégories socio-professionnelles qui sont exclues de conventions bilatérales. Il y a des conventions qui portent uniquement sur les travailleurs salariés. On va voir après l'accord d'association. Il ne traite que la condition de travailleur salarié. Il exclut le travailleur non salarié, il exclut les fonctionnaires, il exclut les coopérants, il exclut les chômeurs. Maintenant, alors que la législation de sécurité sociale au sein de l'Union européenne, on va voir, elle porte désormais sur le citoyen européen. Abstraction faite de sa qualité. Donc c'est une citoyenneté, c'est une condition de citoyenneté. On ne parle pas de sa qualité professionnelle, on ne parle pas de l'exercice de son activité, on ne parle pas des chômeurs ou bien travailleurs, non. Si les citoyens européens, il est assujetti, il est couvert par les instruments de coordination au sein de l'Union européenne. Parfois, il y a une conception restrictive de la notion de prestation de sécurité sociale, et donc exclusion de l'exportabilité de prestations de chômage, avec modulation des prestations familiales transférables. Toutes les conventions pratiquement excluent l'exportabilité des allocations de chômage parce que c'est une prestation qui est destinée essentiellement à compenser le chômage dans le pays d'emploi et non pas pour avoir l'exportabilité de cette prestation dans le pays d'origine. Aussi, l'exclusion des membres de famille demeurant dans le pays d'origine des prestations de soins et de bénéfices des allocations familiales, exemple de la Convention autrichienne. Il n'y a pas des allocations familiales, il n'y a pas le soin de santé pour les membres de famille qui demeurent en Tunisie. Et aussi le projet paraphile de la Convention Tunisie-Suisse dont on a parlé ce matin, avec ses limites, il exclut les allocations familiales, et maintenant c'est un projet qui exclut pratiquement toutes les prestations et se limite au remboursement des cotisations. Aussi, la limitation du nombre d'enfants bénéficiaires des allocations familiales, Convention tunisio-italienne, Convention tunisio-française, on se limite toujours à 4 enfants, 4 premiers enfants, et selon un modèle, selon un barème conventionnel, notamment pour la France. C'est vrai que la composition de famille, ça ne doit pas dépasser généralement 4 enfants. Mais au contraire, pour les travailleurs migrants, toujours ils sont une source de revenus. C'est pourquoi la composition de famille de migrants parfois dépasse 4 enfants. Oui. Concernant les travailleurs tunisiens à l'étranger qui étaient actuellement actifs, mais maintenant qui bénéficient d'une prime de chômage, est-ce qu'on peut, leur famille en Tunisie, est-ce qu'ils peuvent bénéficier des prestations sanitaires pour les allocations? Oui, en fait, parmi les propositions de révision du régime des Tunisiens à l'étranger, c'est de changer son appellation. On ne parle plus de régime de couverture sociale des travailleurs tunisiens à l'étranger, mais couverture sociale des Tunisiens à l'étranger. Et là, je vise essentiellement la situation de chômeur indemnisé. Le chômeur indemnisé peut s'affilier à la sécurité sociale tunisienne, ce régime de protection sociale des Tunisiens à l'étranger. Mais le problème, c'est qu'on exige cette condition de travailleur tunisien et non pas tunisien à l'étranger. Mais à la législation existante, à la législation constante maintenant, ne bénéficie pas. Il n'a pas la qualité d'assuré sociale. Puisqu'il n'est pas affilié, il ne cotise pas régulièrement au régime de TTE. Il était affilié, mais oui. Pour des raisons fin de contrat. Et maintenant, il va bénéficier d'une prime de chômage. Oui. Et je crois que le problème s'est posé en Oui, vous visez peut-être moins le cas des travailleurs licenciés en Tunisie. C'est vrai que les travailleurs licenciés en Tunisie peuvent garder le maintien de droit aux soins de santé pendant une durée d'une année. Si au bout d'une année, ils n'arrivent pas à être réintégrés dans la vie économique, bénéficient de la gratuité des soins, mais je souligne et je persiste, les travailleurs tunisiens à l'étranger qui sont en situation de chômeur indemnisé ne bénéficient pas de soins de santé que les enfants demeurant en Tunisie. Oui, monsieur. Parce que l'affiliation à la sécurité sociale, elle est liée au contrat de travail. Exactement. Vous avez une relation directe Où est-ce qu'on y va contrat de travail et sécurité sociale. Donc, tant que sur le territoire tunisien, donc il n'a plus la qualité du travailleur. Qu'un chômeur, il n'est pas encore Non. reconnu qu'un chômeur bénéficie dans la majorité des cas, sauf clause contraire pour les licenciements économiques et tout, c'est que l'application, elle n'est pas. Exactement. On ne peut pas. permise. On ne peut pas se prévaloir de conditions de réciprocité en l'absence d'une convention internationale de sécurité sociale. Pour la notion d'un chômeur indemnisé, il n'existe pas en Tunisie. Un chômeur? Indemnisé. Oui. Il reçoit la prime de chômage. Oui.
Un Tunisien, je vous donne le cas d'espèce, un Tunisien en Suède, il perçoit une prestation de chômage. Et on n'a pas une convention bilatérale. S'il n'est pas affilié à la Caisse tunisienne de sécurité sociale comme étant un travailleur, ne bénéficie pas pour les soins de santé pour les enfants demeurant en Tunisie. Voilà. Donc, les limites, c'est qu'il y a le principe de réciprocité, on a parlé longuement sur les limites de ce principe, l'inégalité entre les immigrés eux-mêmes. Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, le régime de visa, le régime de sécurité sociale, ça diffère un peu pour la migration des compétences et des talents, pour la migration des chercheurs, pour la migration des demandeurs d'emploi, pour les étudiants aussi, ou bien pour les chercheurs d'emploi tout simplement, ça diffère foncièrement. Aussi, une adaptation aux nouvelles formes de travail temporaire. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la notion classique de travailleur salarié. Au contraire, il y a d'autres formes de travail temporaire. Aussi, la demande des spécialistes du secteur public, ce sont des expertises, des experts qui partent pour travailler dans d'autres pays. La Convention de sécurité sociale doit s'adapter à la spécificité de cette population. Et aussi le travailleur saisonnier dans le secteur agricole. C'est vrai que pour l'accord tunisio-italien, on a fait référence à ce que l'accord de migration saisonnière entre Tunisie et l'Italie fait renvoi à l'application de la Convention tunisio-italienne de sécurité sociale pour les travailleurs saisonniers. Mais ça demeure toujours avec beaucoup de difficultés parce que le travailleur saisonnier, c'est un travailleur polyactif qui se déplace d'un métier à un autre, mais donc il est un peu difficilement repérable par les organismes de sécurité sociale. Et le phénomène de sous-déclaration s'impose avec beaucoup d'acuité. Aussi, la Convention de coopération scientifique et culturelle, généralement, donc, cela démontre que même une convention de coopération culturelle, souvent les intermittents du spectacle, Jalil Abakar ou autres, nous arrivent au ministère pour demander de bénéficier d'un certificat de détachement international pour pouvoir assurer la mise en scène de leur pièce théâtrale à Paris ou en Belgique. Si vous voyez que l'importance des conventions bilatérales, ça va permettre aux intermittents du spectacle, aux acteurs, aux intellectuels de se déplacer facilement. Et la Convention de coopération scientifique et culturelle prévoit aussi des dispositions en termes de sécurité sociale. Donc la sécurité sociale est une question horizontale qui traverse tous les domaines de coopération entre les États contractants, culturels, scientifiques ou techniques. Donc aussi l'absence de lien systématique entre convention de sécurité sociale et convention de non-double imposition fiscale. Il y a une liaison qui doit être normalement respectée, qui doit être accomplie. On ne peut pas concevoir des conventions de non-double imposition fiscale. Si vous s'amusez à ouvrir une convention de non-double imposition fiscale, vous allez trouver qu'elle parle de non-assujettissement ou de l'exemption des rentes et de capital de retraite de l'assujettissement à la législation fiscale. Donc il y a cette corrélation entre la législation sociale et la législation sociale, et d'où la nécessité de faire une corrélation entre les deux. Aussi, une séparation entre convention de sécurité sociale et action de coopération. Par exemple, auparavant, il y a, en contravention de la législation, si on prévoit des accords d'investissement ou bien des accords de protection d'investissement ou bien des méga-projets avec des investisseurs de pays de Golfe ou autres, sans avoir des conventions bilatérales de sécurité sociale. Et le problème, c'est que ces accords de coopération, d'investissement, prévoient le non-assujettissement des travailleurs de ces groupes ou des sociétés nationales de la sécurité sociale tunisienne. Non, c'est une violation de la loi. Normalement, ça doit être des conventions bilatérales. Seules les conventions bilatérales de sécurité sociale, je souligne le terme convention, c'est-à-dire que ça doit être consenti et approuvé par la Chambre des députés. En l'absence d'une convention bilatérale, tout accord entre deux États contractants, entre deux gouvernements ou entre deux ministères de deux États contractants qui prévoit l'exemption d'assujettissement à la sécurité sociale tunisienne est contraire à la loi et contraire à la Constitution. Aussi, la relative inadaptation des dispositions concernant le détachement. Aujourd'hui, on parle de nouvelles formes de mobilité internationale. Donc, le détachement, le cas typique, c'est la convention tuniso-turque. Il y a une convention de sécurité sociale entre la Tunisie et la Turquie, mais l'objectif cible, c'est le marché libyen. Donc, les deux pays contractants, la Tunisie et la Libye, en concluant cette convention de sécurité sociale et en prévoyant des mécanismes de détachement international entre les deux États contractants, elle veut assurer cette mobilité des investisseurs turcs qui se déplacent en Tunisie pour assurer le déplacement de main-d'œuvre tunisienne pour monter des projets turcs en Libye. Mais ça, c'est au niveau de la conception de la convention. Voilà, la convention maintenant, c'est en dernier lieu, c'est la couverture sociale des travailleurs migrants tunisiens dans le cadre des instruments de coordination régionale. Ça, c'est un point très important.
Et c'est vraiment ignoré par les organismes de sécurité sociale et par même par aussi les spécialistes. C'est que l'accord d'association. Pour le régime de coordination communautaire, vous voyez qu'il y a une remarquable protection pour les citoyens européens, l'exclusion de ressortissants des pays tiers. Au sein de l'Union européenne, il n'y a guère besoin d'insister sur le fait qu'on dispose du système le plus performant, le plus complexe et le plus compliqué dans le monde en termes de coordination des régimes de sécurité sociale. Ça a été ressenti depuis les pères fondateurs de l'Union européenne, ça remonte aux années 50, au moment de la constitution du groupe d'Alika, c'est-à-dire le charbon et l'acier, où la sécurité sociale, où la mobilité des travailleurs s'est posée avec beaucoup d'acuité. Aujourd'hui, tous les ressortissants de l'Union européenne, tous citoyens, non pas tous travailleurs, bénéficient de la protection sociale et la coordination des règles de sécurité sociale pour tous les travailleurs européens, pour tous les citoyens européens qui se déplacent au sein de l'Union européenne. Donc, avec une protection accrue, avec une protection très verrouillée, très sévère de la Cour de justice des communautés européennes, qui contrôle les pratiques des États et qui assure la non-violation des dispositions du règlement 1408. Il y a une évolution notable, c'est que le règlement 1408, qui a été remplacé par le règlement 883, a été étendu aux ressortissants d'États tiers, c'est-à-dire un Tunisien aujourd'hui qui se déplace, j'insiste sur le mot qui se déplace, au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire la condition doit être un déplacement international, un élément d'extranéité. Un Tunisien qui se déplace de Belgique en Suède peut bénéficier de la réglementation communautaire par le biais de cette extension. Mais ce que ne peuvent pas invoquer, voilà, la jurisprudence kabyle, et l'exportation des prestations vers les pays méditerranéens n'est pas garantie. Aussi, la totalisation entre l'Union européenne et les pays méditerranéens n'est pas garantie. Maintenant, on va voir le contenu de l'accord d'association. Ça, c'est de grande importance. Et d'ailleurs, le 29 septembre, on a round de négociation avec l'Union européenne par visioconférence, à partir de la délégation de la Commission européenne région du Lac, avec Bruxelles, en fait, pour mettre en œuvre les dispositions de l'accord d'association en matière de sécurité sociale. Qu'est-ce qu'il prévoit? L'accord d'association, vraiment un peu méconnu par les spécialistes. C'est que l'article 64 et suivant, notamment l'article 65, prévoit l'égalité de traitement entre les ressortissants des États membres dans lesquels sont occupés des travailleurs tunisiens et les membres de leur famille résidant avec eux, pour toutes les branches de sécurité sociale couvertes par le règlement 1408. C'est-à-dire que l'accord d'association remplace la fonction des conventions bilatérales et prévoit l'égalité de traitement entre les Tunisiens et les ressortissants européens pour les Tunisiens qui se trouvent sur le territoire de l'Union européenne, c'est-à-dire tous les États membres, mais à condition qu'ils se déplacent au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas à une situation purement nationale. Se déplace pour tourisme ou pour travail ou pour... Normalement, compte tenu des dispositions du règlement 1408 tel que révisé, on a dépassé un peu cette notion de déplacement pour motif de travail, mais uniquement pour le motif de déplacement. Ça peut être un demandeur d'emploi, ça peut être un travailleur en vacances, ça peut être un titulaire de pension. Puisque un Tunisien qui habite en Italie, avec un séjour italien, on ne peut pas déplacer en France pour aller travailler en France. Hein. Non. Peu importe le motif de déplacement. On ne s'intéresse plus au motif de recherche de travail. Effectivement, c'est une exception restrictive. Et la Cour de justice l'a annoncé clairement dans plusieurs arrêts que les règles de coordination communautaire s'appliquent aux ressortissants de l'Union européenne et par conséquent aux ressortissants des pays tiers par le biais de cette extension, abstraction faite du motif de déplacement. Ça peut être pour motif d'emploi, ça peut être pour l'étude, ça peut être pour recherche d'emploi, ça peut être pour se faire soigner, peu importe. Le principe, c'est qu'il bénéficie de l'applicabilité des règles de coordination des régimes de sécurité sociale. L'autre principe, c'est la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplis dans les États membres pour les mêmes branches de sécurité sociale à l'exception. Vous voyez la limite, vous voyez la lacune. Totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les États membres, non pas entre la Tunisie et l'Union européenne. C'est uniquement les périodes de travail, d'emploi ou de cotisation accomplies par le travailleur en Tunisie, en Belgique, en France, en Suède, et pas en Tunisie. Voilà. Et à l'exception des prestations de chômage, c'est exclu dans l'accord d'association, les prestations d'action de travail, maladie professionnelle et les allocations de décès. Vous allez montrer aussi, vous allez voir l'absence des allocations familiales ne sont pas exportables, on va voir maintenant.
Donc l'exportation des prestations familiales à l'intérieur de la communauté, non pas pour la Tunisie, donc un travailleur tunisien, par le biais de l'accord d'association conclu en 1995 et entré en vigueur en 1998, peut se prévaloir de l'accord d'association pour bénéficier des prestations familiales à l'intérieur de la communauté européenne, c'est-à-dire dans l'espace communautaire, en application des dispositions de l'accord d'association. Maintenant, on assure l'exportation vers la Tunisie des prestations de vieillesse, de survie, d'accident de travail, maladie professionnelle et d'invalidité. Et donc, l'application de ces principes par la Tunisie en faveur de travailleurs communautaires, à l'exception de la totalisation. Le problème, c'est que vous allez découvrir une grande surprise, c'est que l'article 67 de l'accord d'association prévoit que le conseil d'association, c'est l'organisme qui est chargé d'assurer le bon fonctionnement et l'application de l'accord d'association entre la Tunisie et l'Union européenne. Elle est composée de chefs de gouvernement tunisiens et des ministères compétents et leur homologue de l'Union européenne. C'est le conseil d'association qui se réunit annuellement. La grande surprise, c'est que l'article 67 prévoit que le conseil d'association est tenu légalement d'adopter une décision d'application de ces dispositions, parce que ces dispositions sont des principes généraux. Nous sommes tenus d'avoir les modalités pratiques comme étant un texte de loi avec un degré d'application. Quand est-ce que le conseil d'association doit adopter cette décision? Dans une année de l'entrée en vigueur de l'accord d'association. L'accord d'association est entré en vigueur en 1998. Nous sommes en 2015 et cette décision n'a pas encore vu le jour. Vous allez découvrir aussi que la Cour de justice a annoncé un principe aussi qui rejoint un peu cette philosophie et qui limite foncièrement et substantiellement les droits des travailleurs migrants. Quelles sont les limites de cette disposition? Les limites, c'est la couverture des membres de famille et les ressortissants tunisiens résidant en Tunisie qui sont exclus. On ne peut pas se prévaloir de l'accord d'association pour demander le bénéfice des allocations familiales ou des prestations de sécurité sociale pour les enfants qui demeurent en Tunisie. Il y a la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans l'espace communautaire et en Tunisie. Donc, la totalisation ne joue que pour les périodes d'assurance accomplies au sein des pays de l'Union européenne et non pas en Tunisie. Et la question de la protection sociale des ressortissants communautaires originaires des États non liés avec la Tunisie par une convention bilatérale de sécurité sociale. Un Suédois en Tunisie ne peut pas se prévaloir de cette disposition. L'effet direct de l'application, voilà. Ça, c'est important. Contrairement à l'article 64 de l'accord d'association, la Cour de justice, qui est l'organe juridictionnel le plus suprême au sein de l'Union européenne, dans une affaire de Mohamed Gattoussi de 14 décembre 2006, a condamné l'État allemand en disant clairement que l'article 64, qui prévoit la non-discrimination en matière de séjour, non pas de sécurité sociale, et des faits directs. Vous allez voir maintenant les considérants de la Cour et vous allez voir voilà. Contrairement à l'article 65, qui est un article qui touche la sécurité sociale, la Cour annonce clairement que, selon une jurisprudence constante, une disposition d'un accord conclu par les communautés avec des États tiers doit être considérée comme ayant un effet direct lorsque, eu égard à ces termes, ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une obligation claire et précise qui n'est subordonnée dans son exécution, soulignez le mot exécution, ou dans ses effets à l'intervention d'aucun acte ultérieur. Contrairement aux dispositions des accords de sécurité sociale, elle est liée à l'intervention d'un acte ultérieur, en l'occurrence la décision de conseil d'association. L'article 67 prévoit clairement que toutes ces dispositions qui prévoient l'égalité de traitement et le bénéfice de la totalisation est subordonnée à l'adoption d'une décision de conseil d'association. Donc, en l'occurrence, cette décision de conseil d'association, c'est un acte d'exécution, c'est un acte d'application de cette disposition, d'où l'absence de l'effet direct, d'où l'impossibilité de la sécurité sociale d'invoquer, de se prévaloir de ces articles devant la Cour de justice. Vous voyez la limite. Contrairement à l'article 64 ne prévoit aucun texte d'application, donc il est d'effet direct. Donc, normalement, 29 septembre, on va accélérer la procédure afin d'adopter. Voilà. Aussi, à l'échelle de coordination, de l'adoption d'un mécanisme de coordination maghrébine, on a brièvement, on ne va pas trop s'attarder, c'est la Convention de l'UMA. La Convention de l'UMA, qui institue l'UMA, a prévu la conclusion d'un accord d'une convention internationale de sécurité sociale entre les pays maghrébins. C'est une convention, il faut reconnaître, une convention avec un champ d'application élargi en termes de prestations, en termes de personnes couvertes. Mais le problème, c'est que le manque de ratification par les États membres de l'UMA,
c'est un problème qui demeure toujours d'actualité. Elle prévoit les principes dont on a parlé ce matin, elle prévoit l'exportabilité des prestations à exception du chômage. Donc, si cette convention est ratifiée par l'ensemble des États de l'UMA, elle remplace le besoin à conclure séparément de conventions bilatérales de sécurité sociale. En guise de conclusion, on peut dire que pour assurer l'exportabilité ou l'exportation des prestations de sécurité sociale, quelle perspective doit-on choisir? Est-ce que par le biais des législations nationales, par le biais de conventions bilatérales, par le biais de conventions multilatérales ou bien par le biais des actions communautaires, c'est-à-dire par la communauté elle-même? Donc, choix d'une régionalisation de la coordination, est-ce qu'on peut prévoir une convention de l'UMA qui remplace ou bien qui assure la coordination avec l'Union européenne, donc deux blocs, l'UMA et l'Union européenne, ou bien une action normative des instances internationales spécialisées? C'est très difficile parce qu'aujourd'hui, il y a des instances spécialisées qui assurent le contrôle de la primauté de ces normes protectrices de droits de travailleurs migrants, ou bien une législation nationale exempte de toute discrimination et garantissant une approche équitable de la situation des migrants. Ça, encore, c'est très difficile. On imagine mal est-ce qu'il y aura des législations nationales qui assurent l'exportabilité pour les travailleurs migrants dans les conditions d'égalité de traitement, vu les considérations notamment financières et vu les pressions financières sur les régimes de retraite et de sécurité sociale. On imagine mal. Donc, la condition de migrants en termes de sécurité sociale nécessite toujours un travail sans cesse renouvelé. C'est un combat de grande haleine, c'est un combat de longue haleine. Donc, c'est une condition de migrants qui doit être normalement améliorée compte tenu de l'action normative de BIT, des instances internationales et notamment des conventions bilatérales de sécurité sociale. Voilà un tour d'horizon de conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la Tunisie. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Donc c'est concernant vraiment le sacrifice de 2% des travailleurs migrants inscrits ou adhérents au système. Vous trouvez vraiment que ce chiffre-là c'est un peu catastrophique par rapport au chiffre vraiment des travailleurs migrants, au chiffre de SEM en fait. Et c'est bien de faire l'évaluation, mais pris en face vraiment à la planification. Donc, c'est quoi votre réaction ou bien comment vous réagir à cette situation? C'est quoi la planification? Oui, c'est un constat d'échec pour, je ne dis pas pour le régime, mais un constat d'échec en termes de communication avec une population estimée à 100 000 Tunisiens qui sont touchés directement par ce régime. On a un taux d'affiliation de 2%. Donc il y a un problème d'attractivité, il y a un problème de faiblesse d'attractivité de ce régime. En fait, sur le plan pratique, on a fait des études, on a fait des sondages d'opinion auprès des ressortissants tunisiens à l'étranger. Pourquoi vous n'avez pas procédé à l'affiliation à ce régime? C'est que 57%, voilà le taux, estiment qu'ils ne sont pas au courant de ce régime. Mais il y a un effort de communication, mais aussi il y a un effort de révision de ce régime vers l'amélioration des prestations servies, mais l'aspect facultatif réduit substantiellement le taux d'affiliation. Et là, on évoque ce terme de l'absence de culture de sécurité sociale chez les Tunisiens. Donc, on essaie avec la mise en œuvre des dispositions de contrat social qui prévoit une révision globale des régimes de sécurité sociale dans une logique de partenariat et de concertation avec les acteurs sociaux. On essaie certainement, on va toucher le régime des Tunisiens à l'étranger pour assurer plus d'attractivité, plus d'affiliation, plus de couverture sociale pour les Tunisiens exerçant à l'étranger dans des pays qui ne sont pas liés à la Tunisie par une convention bilatérale de sécurité sociale. Donc, est-ce que vous pensez vraiment travailler dans deux volets, l'être humain, tout d'abord pour sensibiliser ces gens-là, de s'inscrire et tout, et l'autre volet, c'est améliorer les conventions, ou améliorer le système, je sais pas. Oui, en fait, notre souhait, c'est de conclure le maximum de conventions de sécurité sociale avec les pays accueillant des Tunisiens à l'étranger. Ça, c'est notre souhait. Mais ce souhait est toujours tributaire des relations politiques, des relations économiques, et c'est un rapport entre deux États. Donc, il y a une offre, il y a un consentement, comme en termes de mariage. Donc, si l'autre État refuse de conclure des conventions bilatérales, nous ne sommes pas en mesure de répondre
à ce souci de nos ressortissants. Reste la voie nationale, c'est comment peut-on concevoir et prévoir des régimes nationaux de protection sociale à même d'assurer une protection sociale efficace pour les Tunisiens à l'étranger, et aussi un travail dur de communication, un travail de sensibilisation, un travail de sensibilisation notamment en termes des prestations de sécurité sociale, notamment les pensions de retraite. Parce que pour un travailleur qui a longuement travaillé à l'étranger, s'il décide de s'installer, de retourner vers son pays d'origine, il n'a pas une pension de retraite, vraiment, il est privé d'un revenu stable, et donc c'est une charge pour la collectivité nationale. Donc on doit travailler avec beaucoup d'efforts pour assurer la sensibilisation de cette population. Merci.